pour me présenter très rapidement, je suis effectivement ingénieure hydrologue, j'ai une double formation, école des mines et universitaire. Et j'ai travaillé pendant 5 ans ensuite dans la fonction publique. J'ai conseillé des élus sur le partage de l'eau, les conflits d'usage, la planification de la ressource en eau sur un territoire qui a priori n'en manque pas. C'est sur l'Arve en Haute-Savoie, l'Arve qui prend sa source au pied du Mont Blanc et qui termine sa course dans le Rhône, à Genève, après le lac Léman. Et même sur ce territoire qui est considéré comme un château d'eau, eh bien, on avait des tensions et des conflits d'usage entre le tourisme, l'économie, les industries, l'agriculture, etc. Donc on est a priori partout maintenant concerné par ces questions-là et je ne vais pas vous l'apprendre. Vous êtes vous-même souvent peut-être confronté à cette contrainte de l'accès à la ressource en eau. Alors, avant de commencer, qui est inquiet par l'eau, que ce soit les trop d'eau ou les manques d'eau? Ok, c'est bien parce que dans les publics où je vais, généralement, c'est quelque chose qui est assez lointain ou c'est quelque chose qui arrivera plus tard. Et effectivement, les derniers événements en date montrent qu'on est de plus en plus inquiet et soucieux de cette ressource-là, donc c'est déjà une bonne chose. Qui connaît l'empreinte eau moyenne d'un Français? L'empreinte eau en milliers de litres par jour. Je vous donne déjà quelques éléments. Oui. 7 à 10 000 par jour. Oui. Ouais. C'est à peu près ça aussi. C'est OK, très bien. J'enregistre, je donne, j'intègre cette donnée-là. On va voir ensemble après. Alors déjà, pour celles et ceux qui me connaissent et qui me suivent, souvent je commence par cette représentation du cycle de l'eau que je dis en fait être fausse. Enfin, je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est un ensemble de chercheurs qui annoncent qu'en fait on n'a pas les bonnes représentations de ce grand cycle de l'eau et si on ne pose pas bien le problème, on n'apporte pas les bonnes solutions. Donc c'est pour ça que je dis souvent que le grand cycle de l'eau tel qu'on a appris à l'école est faux puisqu'il ne représente pas nos interactions humaines avec ce grand cycle et à quel point il a été modifié. Avant ça, on a tous appris que l'eau douce présente sur Terre est effectivement une part infime de toute l'eau qui recouvre la planète Terre. Effectivement, on est sur cette toute petite boule que vous voyez sur le schéma, l'eau douce accessible, c'est-à-dire vraiment disponible facilement. Eh bien, c'est moins de 1% de toute l'eau douce disponible sur Terre. On est sur 2,5% d'eau douce. Et dans ces 2,5%, en fait, on a l'essentiel qui est emprisonné dans les glaciers, au pôle, dans les inland seas, et aussi dans les aquifères très profonds qui sont généralement salés, peu intéressants, si ce n'est maintenant pour stocker du carbone. Ensuite, on a moins de 1% d'eau douce disponible. Et dans ce 1%, on voit encore que les eaux souterraines sont dominantes. Donc, c'est toute l'eau qui se trouve dans des aquifères présents à moins de 1 km de profondeur, 1000 mètres à peu près. Ensuite, on a les grands lacs, les sols, l'atmosphère, les rivières et nous-mêmes, êtres vivants, qui stockons de l'eau, mais qui on le remet en circulation finalement. Donc je vous disais que ce grand cycle de l'eau est faux. Je ne sais pas si dans vos souvenirs à l'école, on vous disait que les forêts, les arbres étaient aussi créateurs, en tout cas générateurs de pluie. C'est vrai sur les continents. En fait, ça c'est une représentation que l'on se donne pour représenter ce grand cycle de l'eau, entre guillemets, naturel. En fait, les pluies qui arrivent des océans arrivent sur les littoraux et en fait, elle est reprise par la végétation qui l'évapotranspire et on a ces petits cycles de l'eau qui se répètent, qui arrivent des littoraux et qui remontent à l'intérieur des terres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le recyclage continental des pluies. Et plus on a effectivement des littoraux et des continents bien pourvus en forêt, en couverture végétale, plus on a ce recyclage qui est important. On va impacter le régime des pluies à un autre endroit. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans la science, qu'on commence à peine en fait vraiment à connaître. Bon, tout ça pour dire que finalement, l'eau verte, c'est cette eau qui est évapotranspirée par les plantes, vous l'aurez compris, et on a ce petit recyclage de l'eau verte en eau bleue grâce aux végétaux. Et l'eau verte, donc ça c'est une notion qui a été amenée par une hydrologue très connue, Malin Falkenmark, dans les années 90, qui a présidé plusieurs instances internationales. Et l'eau verte aujourd'hui,
c'est une part prépondérante de nos pluies, puisque d'après ce papier qui a dessiné ce schéma, le 2/3 des précipitations continentales proviennent de cette eau verte. Donc, clairement, on a des pluies grâce à l'eau verte, grâce au végétal, grâce aux forêts, etc. Ensuite, donc le tiers restant, c'est évidemment les apports des océans et des mers. En France, nous, on est essentiellement influencés, parce que ce chiffre-là, c'est à l'échelle mondiale. Nous, en France, on est quand même essentiellement influencés par le régime des pluies qui nous vient de l'océan Atlantique et du Gulf Stream. Mais, toutefois, en été, si on a de la pluie, c'est quand même grâce aussi à l'évapotranspiration. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de documenter de plus en plus. Dans ce schéma, vous allez voir ces grandes flèches jaunes, qui sont ce grand cycle de l'eau naturel, et des flèches bleues et vertes. Et donc, on a les flèches vertes. Alors, je ne sais pas où se trouve le pointeur. Je crois que c'est là. Voilà. La flèche verte ici, c'est l'usage agricole des pluies. L'essentiel de notre agriculture fonctionne aujourd'hui par l'irrigation pluviale, c'est-à-dire les pluies qui font pousser nos végétaux. Eh bien, donc ça, ce chiffre, 19 000 milliards de mètres cubes d'eau, c'est notre appropriation humaine de l'eau verte pour faire pousser les végétaux pour notre alimentation. Ça, c'est une empreinte de l'eau. On a ensuite, évidemment, toute l'eau bleue qu'on mobilise pour nos industries, pour l'eau potable, pour l'irrigation agricole, là, cette fois, et tous les usages de l'eau bleue qu'on connaît, on va dire, plutôt classiquement. Ensuite, on a l'eau grise, et ça, vous le connaissez bien, ça fait écho à la présentation précédente, c'est tous les flux de polluants qu'on va émettre dans l'environnement et qui vont devoir être absorbés, entre guillemets, par les hydrosystèmes. Les hydrosystèmes sont capables de les dépolluer naturellement ou les diluer s'il y a suffisamment d'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'empreinte eau grise. Quand on fait la somme de l'empreinte eau verte, c'est-à-dire notre appropriation de l'eau verte, essentiellement par l'agriculture, quand on fait la somme de cette empreinte eau verte, de cette empreinte eau bleue, de cette empreinte eau grise, on arrive à ce chiffre de 24 000 milliards de mètres cubes d'eau. C'est l'empreinte eau annuelle de toute l'humanité. Donc 24 000 milliards de mètres cubes d'eau, personne arrive à se représenter un tel volume. C'est l'équivalent de ce que disent les chercheurs, la moitié des débits, les apports des fleuves et des rivières, environ la moitié de ces apports qui seraient en fait détournés et appropriés par toutes nos activités. C'est dire à quel point nous sommes dépendants de cette ressource-là. Sans eau, nous n'aurions pas évidemment d'industrie, nous n'aurions pas d'agriculture, d'énergie, nous n'aurions pas tout simplement d'économie.